buenas. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous saluer, de saluer les assistantes et assistants qui nous accompagnent à distance aujourd'hui. Et je vous souhaite la bienvenue au nom de mes collègues et membres de l'Institut national d'accès à l'information et à la protection des données personnelles du Mexique, l'INAI. Je vous remercie pour votre participation au sein de cette Assemblée mondiale 2021. C'est un grand honneur pour moi que d'être ici avec vous et d'être votre modératrice, accompagnée avec moi ici des exposants de renom qui ont accepté cette invitation. Je vais donc les présenter. L'objectif de cette session présente, c'est les droits des consommateurs, le e-commerce et les défis en matière de vie privée. Du fait de la pandémie 2019, le processus de numérisation de la société s'est accéléré et entre les différents et principaux facteurs qui ont acquis de la pertinence se trouve le commerce électronique ou e-commerce et les activités de l'économie numérique, à partir desquelles nous trouvons la protection des données personnelles dans l'échange international des flux de données. La vie privée et la protection des données personnelles devient un facteur principal pour faire face aux défis qui se présentent dans le développement du commerce numérique ainsi que le renforcement de la concurrence économique pour impulser la coopération en matière de cybersécurité et avancer vers un e-commerce mondial inclusif et responsable, ainsi que fournir des certitudes à l'égard des investissements économiques. Du point de vue des entreprises, nous proposons sur le marché numérique, il va être important de repenser les questions relatives aux avancées à la préservation des droits des consommateurs ainsi que le respect des différentes obligations inhérentes et de façon spécifique à la vie privée et à la protection des données personnelles. En ce qui concerne le point de vue du consommateur, l'intérêt se concentre sur le fait que les informations personnelles fournies soient bel et bien protégées et qu'il existe une gestion adéquate de leur identité afin de limiter les risques que ces consommateurs deviennent victimes d'attaques de cyberattaques ou de la cyberdélinquance qui pourraient dérober leur identité. Je voudrais désormais ouvrir cette session et céder la parole aux différents intervenants. Nous allons procéder ainsi. Tout d'abord, je ferai la présentation des intervenants qui nous accompagnent aujourd'hui et ces intervenants réaliseront une ouverture de présentation de 5 à 10 minutes. En deuxième lieu, nous aurons un espace pour pouvoir réfléchir et échanger et répondre à des questions centrales qui nous permettront de nous concentrer sur différents aspects tels que le commerce électronique, les droits des consommateurs et les défis en matière de vie privée. En troisième lieu, si le temps le permet, nous passerons à une petite séance de questions-réponses de la part du public. Et ces questions en commentaire seront accueillies virtuellement sur le chat. Et pour conclure, j'espère que cela nous donnera le temps d'échanger, de partager quelques conclusions générales concernant cette session. Permettez-moi désormais, s'il vous plaît, de vous présenter donc à nouveau chacun de nos intervenants ici qui nous honorent de leur présence au cours de cette session et qui vont donc intervenir désormais. Je suis ravi d'accueillir M. Alessandro Acquisti, qui est professeur de technologie de l'information et politique publique au College Heinz de l'Université Carnegie Mellon. Son travail combine économie, investigation dans la prise de décision et ingénierie des données pour découvrir le rôle de la vie privée au sein de la société numérique. Ces études ont été à la tête d'analyses économiques en matière de vie privée, l'application de l'économie du comportement, la compréhension de la valeur de la prise de décision dans la vie privée des consommateurs, hommes et femmes.
l'exposition des données personnelles sur les réseaux sociaux. Et Alessandro a été primé et a été exposant et intervenant dans de nombreuses conférences sur la vie privée et les comportements humains. Il est directeur du laboratoire expérimental d'économie sur la vie privée. Il a été directeur du centre de recherche comportementale et de prise de décision de l'université Carnegie Mellon. Il est docteur de l'université de Californie, Berkeley. Il est titulaire d'une maîtrise de l'école d'économie de Londres et d'une autre maîtrise de l'université de Dublin. Il a occupé les postes de professeur invité dans les universités de Rome, Paris et Fribourg, l'université d'Harvard et l'université de Chicago. C'est un grand plaisir de vous céder le micro. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Commissaire Vergara. C'est vraiment un grand plaisir pour moi que de participer à cette assemblée sur la vie privée et je remercie vraiment l'INAI de m'avoir invité. Je voudrais profiter de ces minutes qui me sont données pour parler un peu de travaux qui pourraient être pertinents pour essayer de connecter environ 2 ou 3 décennies de recherche sur la vie privée et pour aborder quelques leçons acquises. La grande partie de l'orientation concerne l'initiative de formulation de politique de la part des États-Unis qui traditionnellement se sont recentrés sur des mécanismes permettant la notification et le choix. Je voudrais discuter du fait que ces orientations ont bien fonctionné. Certaines ont échoué du fait des campagnes de réélection que nous avons apprises, du fait de la recherche empirique. J'ai dirigé la recherche au Mexique également. Je voudrais dire que les notifications, les avis de vie privée dans le cadre de la transparence est absolument essentiel, mais je les vois comme quelque chose de nécessaire mais pas suffisante. Même en 2021 aujourd'hui, de nombreuses initiatives aux États-Unis et en Europe, comme la RGPD, qui a essayé d'améliorer la protection des consommateurs sur la question de la vie privée, eh bien, un modèle de notification et de choix est revenu par le biais de mécanismes de consentement qui, d'entrée, sont plutôt pertinents. Nous voulons que les consommateurs soient en contrôle de leurs données, mais il peut y avoir des failles de différentes manières s'ils ne sont pas associés à la préservation et à la sauvegarde basique des informations personnelles. Une des manières par laquelle ces questions échouent et faillent, eh bien, c'est que le consommateur, il incombe au consommateur la charge de la responsabilité, puisque le consommateur peut et doit assumer le contrôle et la responsabilité des problèmes qu'autrui ne peut pas contrôler. Donc cette question de la responsabilisation a commencé dans le cadre de la politique publique-privée en Europe. L'une des applications concerne le changement climatique. Sensibiliser les consommateurs sur les changements climatiques pour les sensibiliser sur ce qu'ils mangent, sur les véhicules qu'ils utilisent, en croyant que les micro-changements au niveau individuel peuvent avoir un impact et peuvent rétablir un équilibre, un équilibre dans ce déséquilibre provoqué par l'humanité. Nous avons donc une tendance similaire concernant la mise à jour de systèmes de surveillance de la vie privée, de contrôle de la vie privée et de protection de la vie privée en responsabilisant le consommateur, en poussant donc cette charge, en
en reportant cette charge sur le consommateur, alors qu'en réalité, il s'agit de problèmes systémiques depuis mon point de vue. Et ils ne peuvent pas être résolus au niveau individuel. Il doit exister des solutions systémiques au niveau sociétal qui combinent à la fois des politiques publiques, une utilisation de la technologie, l'obstacle auquel nous faisons face, en particulier à l'heure actuelle, c'est ce que j'appelle une disparité évolutive. Cela peut paraître étonnant que je parle d'évolution sur un événement concernant la vie privée, la protection de la vie privée. Mais l'argument est celui-ci. Même si des personnes ont affirmé que la vie privée est une invention, une anomalie moderne, il y a des études en anthropologie, ethnographie et histoire qui confirment que le besoin de vie privée et de protéger la vie privée remonte à de nombreuses années derrière nous, à des géographies, des classes sociales différentes. Nous avons des preuves de la question de la vie privée au 1er siècle en Chine, 1er siècle après Jésus-Christ, même à Rome, dans certaines tribus antiques d'Amérique du Sud, et même à Java et Bali, avant la période industrielle. Nous avons des preuves que même les livres sacrés des anciennes religions monothéistes font référence à des concepts que nous considérerions aujourd'hui comme étant de la vie privée. Nous parlons de questions de conduite qui remontent à des siècles derrière nous, et d'autres cultures dont ces comportements qui recherchent la préservation de la vie privée. Culturellement, il s'agit d'un aspect culturel et universel qui peut paraître surprenant, puisqu'il s'agit d'un concept qui a été abordé au cours du dernier siècle, impulsé, puisqu'il y a des preuves de l'universalité spécifique. Il y a certainement un chemin évolutif, d'où la nécessité de cette vie privée. Cette idée se repose sur les travaux de Javier Rubinstein. Ce que nous allons écouter aujourd'hui est la nécessité physique de sécurité et de protection de la vie privée. Mais le problème est le suivant. Et ce débat qui peut paraître sommement universitaire est absolument pertinent pour répondre et faire face, surmonter les obstacles qui se présentent à nous aujourd'hui et auxquels nous devons faire face au cours de cette assemblée. Si les gens dépendent d'objectifs visuels et si nous passons d'interactions physiques à des interactions numériques, eh bien, moins nous avons des événements pour répondre aux questions liées à la vie privée, eh bien, les réponses connues dans le monde physique n'existent peut-être pas dans le monde numérique. Les comportements, les attitudes en matière de vie privée sont absolument instinctifs. Nous baissons le regard, nous évitons les conversations personnelles avec des personnes avec lesquelles nous interagissons, nous nous éloignons des personnes étranges ou étrangères. Nous observons si des personnes sont proches de nous et essayent de lire les documents que nous sommes en train de lire. Mais lorsque nous sommes sur Internet, eh bien, toutes ces prérogatives nous manquent. On ne peut pas voir une personne qui jette un coup d'œil par-dessus notre épaule. On ne peut pas voir qui nous suit, qui nous traque ou nous observe, qui nous espionne. Il y a bien sûr des comportements lorsque l'on fait face à ce genre d'attitude. Il y a des disparités évolutives. Nous avons besoin de vie privée, mais en ligne, nous ne sommes pas équipés psychologiquement pour réagir à ces stimuli, puisque ces stimuli avec lesquels nous avons évolué
manque lorsque nous sommes en ligne, lorsque nous sommes sur Internet. Nous avons donc besoin de nouveaux outils contextuels pour une nouvelle approche en matière de politique. L'histoire de la vie privée, qui ne dépendent pas du seul fait de lire les conditions d'utilisation ou de gestion de la vie privée. On ne peut pas dépendre de ces mécanismes pour donner nos réponses qui sont généralement viscérales, puisque nous ne nous basons que sur un certain point sur les lois consacrées à l'information, et cela signifie donc que les interventions régulatrices qui se concentrent uniquement sur les avis de confidentialité et des mécanismes de choix de notre propre point de vue, ces interventions sont destinées à l'échec, à moins qu'elles combinent la dépendance des avis de confidentialité et de consentement renforcés avec d'autres mécanismes sur la base de principes de sécurité des données établis et du point de vue également de savoir si nous promouvons le développement des technologies numériques pouvant nous permettre de protéger notre vie privée et nos données personnelles en même temps qu'elles permettent de procéder à des analyses et en fonction des analyses de données d'informations identifiables. La leçon ici, c'est qu'à partir de cette analyse empirique, nous croyons que les mécanismes de notification et d'autorisation ne peuvent pas bien fonctionner s'ils ne sont pas complétés par d'autres mesures. Et c'est vraiment ce que nous pouvons partager avec les régulateurs politiques, non seulement aux États-Unis, mais également en Europe et au Mexique. Merci pour votre invitation. Merci. Merci Alessandro. Et nous vous remercions pour votre si intéressante et brillante intervention. Je présente M. Barreto, le président du réseau ibéro-américain pour la protection, sur la protection des données personnelles et surintendant de l'industrie du commerce en Colombie depuis septembre 2018. Il est une autorité, elle est un expert à la protection des consommateurs, consommatrices, données personnelles, métrologie juridique et le registre de la propriété industrielle, avocat, licencié de l'Université del Rosario, expert spécialisé en droit administratif de la Pontifice Université Xavérienne, expert, un professeur des affaires internationales et dans le domaine de la politique internationale de l'Université Externado de Colombia, conjointement avec l'Université de Columbia et Sciences Po from Paris. Il a un master, il est titulaire d'un master de l'Université de Barcelone en études internationales. Dans le secteur privé, il a tenu la position en tant qu'avocat pour les entreprises, l'ingénierie, le divertissement, ainsi qu'avocat à la Chambre de commerce de Bogota. Dans le secteur public, il a travaillé comme délégué du district de la capitale, conseiller au Sénat de la République, avocat à la présidence de la République, directeur des circuits et des relations internationales de la mairie principale de Bogota et conseiller juridique, directeur juridique au ministère des Relations extérieures. Membre de l'Académie colombienne du droit international, du Collège international d'avocats et du Collège colombien des juristes, dont il est également le secrétaire général. Andrés, merci de nous accompagner et je vous cède la parole. Madame le commissaire, merci à vous pour cette invitation. Et pour nous, c'est un honneur que d'être ici en tant que superintendant. Et nous supervisons les agences à la supervision de données, bien sûr.
tous les sommets mondiaux qui se penchent sur la vie privée, la protection des données personnelles, suivent la protection de ces droits et nous suivons des régimes juridiques bien différents, mais nous avons surtout retrouvé des convergences entre les autorités pour œuvrer en faveur de ce droit. Et dans les différents États se trouve le droit fondamental. C'est un droit fondamental. Dans d'autres pays, c'est un droit par le biais duquel on pourra trouver une intersection à l'égard de l'intérêt, l'importance de sa protection. Et nous suivons de très près les avancées de chaque autorité. Mais surtout, nous avons pu sensibiliser par le biais de plusieurs actions les différents domaines, les déclarations, les documents sur lesquels nous avons travaillé, sur le droit flexible et les lois, les sanctions et l'imposition d'ordre à l'égard des autorités, mais une valeur très importante qui est de la coopération internationale qui a été mise en œuvre, la coopération bilatérale avec d'autres agences et indépendamment du régime juridique, également par le réseau de la protection des données et également des organisations telles l'OCDE. Et dans le cadre de l'économie, nous allons pouvoir trouver des coïncidences et des convergences portant sur la protection des données personnelles et la protection également de la libre concurrence en matière de concurrence numérique. Et on en a longuement débattu au sein de l'OCDE. Pour nous, il est avantageux de pouvoir coïncider avec les trois autorités, l'autorité à la protection des données, l'autorité des consommateurs et l'autorité des compétences, ce qui nous permet d'avoir une perspective holistique, plus ciblée quant aux problèmes de la vie privée et les autres problèmes qui en découlent. Bien sûr, pour nos autorités, le fait qu'en Amérique latine, nous continuons nos échanges substantiels et rigoureux, ça pose un défi en ce qui concerne la vie privée et la protection des données personnelles. Quant à l'avènement des plateformes, l'économie numérique, et bien sûr, à cela s'ajoute la polémique car certains de nos États ont des traités de libre-échange, des engagements à la protection des données, des flux transfrontaliers de données qui ont été déclarés des destinations sécurisées par d'autres juridictions pour avoir accès, traiter, transformer et monétiser ces données personnelles. Et dans ce sens-là, l'équilibre et la vision de ces autorités s'avèrent très importants car leur conduite a un poids non seulement sur le marché, mais la décision, la prise de décision et les citoyens. Et même si nous avons des défis à relever face au monde anglo-saxon et face aux réalités d'Amérique latine, nous avons trouvé un terrain fertile où nous avons tous beaucoup à contribuer. L'Amérique latine ne fait que s'éveiller en termes des grandes plateformes numériques, mais nous devons développer nos États. Et par là même, nous devrons vérifier le comportement des géants technologiques qui généralement sont établis dans d'autres juridictions, mais qui sont très adroits à utiliser d'autres États pour obtenir des bénéfices tributaires au traitement et des bénéfices depuis le point de vue de la surveillance de ces autorités. Et sans un esprit d'asphyxier, de suffoquer ces initiatives, la vie privée et la protection des données personnelles est un défi, et ceci dans le cadre de la protection de la démocratie et ceux qui exercent des influences sur le public et les inquiétudes en Amérique latine avec un marché très important et potentiel pour pouvoir traiter ce thème technologique des grandes plateformes, des créateurs de contenu et bien sûr des réseaux sociaux qui, même s'ils nous permettent d'avoir une interconnexion, ces réseaux nous permettent de refermer les frontières. Et bien sûr, cela pose un risque, comme on en a fait le constat dans les cas des démarches dans d'autres juridictions, tels les traités de libre-échange entre les États-Unis, les différentes entreprises et les autorités
et des entreprises qui auraient été traitées comme des transnationales, mais qui aujourd'hui ont un comportement important sur le marché. Si avant on respectait les juridictions et la compétence de chacun, le jeu de la protection des données est changé vis-à-vis des droits et ils évoluent entre les bureaux et ceci nous impose encore plus de défis. Et bien sûr, sans un esprit d'entamer une coordination permanente, on a trouvé des coïncidences avec d'autres autorités et nous avons pu apprendre de l'expérience des autorités homologues, mais nous avons pu avoir une grande influence à l'imposition d'ordre sur les grandes transnationales Alphabet qui contrôlent Google, YouTube, Facebook en termes de vie privée, TikTok qui pour nous pose un intérêt, représente un intérêt vu l'accès aux vidéos et à d'autres contenus et la possibilité de pouvoir les suivre. Et dans le réseau américain, la protection des données, les autres autorités qui pourraient gérer des législations différentes aux nôtres, mais nous retrouvons des convergences et ce qui est fondamental, c'est la protection des droits. Et la question si c'est une monnaie numérique, cela a été dépassé par la réalité du marché, par la monétisation que les entreprises ont concédé. Et peut-être on n'a rien à leur reprocher en dehors du droit fondamental. Dans l'ère de l'économie numérique, nous devons d'être garants de la protection des droits des consommateurs qui accèdent de plus en plus aux plateformes pour accéder aux biens et services et où on ne peut pas croire à l'entêtement des juridictions ou à la compétence régionale sans essayer de protéger largement ces droits. Et bon, il y a les ordres et l'accomplissement afin que nos consommateurs soient des consommateurs numériques de mieux en mieux informés, que les données soient utilisées pour être monétisées, transférées, utilisées même sans leur consentement, d'où qu'il soit si important qu'ils fassent bon usage de ces données et pas seulement cliquer sur les cases sans avoir lu quoi que ce soit. Alors ceci est voué à la catastrophe. Donc le traitement des données est une politique qui nous sied très bien à tous. Et nous pensons également que dans le cadre du commerce, il est important de protéger nos consommateurs de produits dangereux et à risque. Et que dire des autorités vouées aux compétences? Nous avons un double dilemme. Le fait que nous ne sommes pas à l'encontre de ces développements technologiques, mais nous devons comprendre que c'est un problème quant à la taxation, les tensions qui existent entre les juridictions de l'Union européenne, les États-Unis et la réalité de l'Amérique latine et les meilleures pratiques qui peuvent être étayées à partir de l'OCDE. Donc, voici mes inquiétudes vis-à-vis de la vision holistique qui partage les trois compétences et une discussion que nous avons voulu transcendre en Colombie et maintenant nous tenons la présidence pro tempore et faire partie du bureau de l'OCDE et vous allez pouvoir partager nos expériences où nous avons une législation, une autorité et nous avons fait des avancées à l'imposition de sanctions et qui peut être bien reçues, mais pour que les autorités apprennent et qu'apprennent de l'expérience. Merci beaucoup. Merci. Merci, Andrés. Merci pour cette brillante intervention, Monsieur Barreto. Et maintenant, bien sûr, nous remercions la participation d'Isabelle Davara. Elle est secrétaire de l'Association de l'Internet MX, docteur en droit et licenciée en sciences économiques et entrepreneuriales de l'Université Pontifice de Comillas à Madrid, avocate, praticienne au Mexique et en Espagne, et membre fondateur du barreau d'Abara Abogados, boutique légale spécialisée en droit des technologies de l'information et de la communication, professionnelle certifiée en matière de la vie privée et la gestion de projets aux États-Unis et en Europe, bien reconnue comme leader de la vie privée par l'Association internationale des professionnels de la privacité.
Isabelle est professeure et coordinatrice du troisième cycle, des études du troisième cycle à l'Institut technologique autonome du Mexique, l'ITAM, elle a été invitée par de nombreuses institutions académiques nationales et étrangères. Elle a participé en tant que conférencière et panéliste et dans plus de 300 forums internationaux spécialisés en matière de droit, des technologies, de l'information. Elle est co-auteur de plus de 15 ouvrages, 150 articles et essais en cette matière. Isabelle, c'est toujours un honneur de t'écouter. Mais merci, Madame la Commissaire. C'est un honneur pour moi d'être ici et je vous suis reconnaissante. Et merci à l'INAE et à vous-même pour avoir organisé cette si importante manifestation et à tous les fonctionnaires et la présidente. Et de plus, je remercie Monsieur Mendoza et toute son équipe pour cette organisation. Je représente l'industrie. Je crois que je ne suis pas la seule dans le panel. Merci beaucoup de nous donner une voix. Et ici, nous représentons tous les agents de l'écosystème les plus importants et les plus petits, depuis les grandes plateformes, des petites moyennes entreprises. Nous devons jouer un rôle important dans l'écosystème. Bon, je disais, à l'industrie, l'écosystème, ce qui nous intéresse, c'est de respecter la loi. Ce qui nous intéresse, c'est d'observer la loi et d'avoir une certitude juridique. Et le professeur Acquisi et M. Barreto qui m'ont précédé ont signalé la disparité. Et on est dans le panel et on ne parle que du continent américain. Et cela me porte à la deuxième question. Faire la distinction entre les droits des consommateurs ou les droits humains et la protection des droits personnels. Comme Monsieur le Superintendant nous parlait d'une vision holistique, un esprit de partage de ces trois compétences. Ceci est un droit humain, non pas un droit du consommateur, et ce qui diffère des États-Unis. Et les avancées de CCPA et de CCPR. Bon, bref, nous devrions parler également de mettre l'être humain au centre de tous nos agissements, de toutes nos démarches. Et nous avons besoin d'une certitude juridique. Et la cabine de français s'excuse car le son de Madame est très mauvais. Est très entrecoupé. On s'excuse. Alors, on a besoin du consentement, mais cela va bien au-delà du consentement. Le deuxième point, quand on parle de vie privée et de données personnelles, il me semble que la notion de protection des données personnelles et l'accès aux données personnelles est beaucoup plus neutre technologiquement parlant. Donc, il ne s'agit plus de parler de vie privée ou non, mais adhérer au traitement légitime de la protection des données personnelles. Ceci peut impliquer le droit à l'honneur, le droit à la protection, mais tout cela est autonome, indépendant. Et c'est important et ça pèse lourd pour la gestion d'autres aspects importants. De lo anterior, si bien creemos que esta normatividad, la claridad en la misma es indispensable,
nos parece que nous faut une clarté de concept. Bon, cela est un peu compliqué. Il est évident que c'est compliqué, tout spécialement dans la région. On suit un procès de maturité, de maturation, et pas seulement sur le continent américain, on va bien au-delà, et nous sommes loin de la structure normative qu'on pourrait retrouver dans d'autres pays, si bien il est vrai que nos législations sont excellentes. Et même, bon, la législation mexicaine est formidable. Quand on l'a publiée, elle était bien en avance. Elle devançait toutes les juridictions. Si on parle de l'article 52 du règlement, et par exemple le nuage, le cloud, c'est un article qu'on a commencé à appliquer au Mexique pour la première fois. Alors, il me semble qu'ici, le GDPR s'étend un peu plus loin. Mais tenons en compte que dans chacun des pays, il faut voir les forces et les fragilités qu'on pourra retrouver. Nous pouvons trouver des directives, des normes très en avance, très en amont, telles celles du Brésil. Mais on ne sait pas encore comment on va les complémenter. Mais les forces, par exemple, de l'INAI, dont je parle souvent, qui me semble qui est le leader de la région, car avec le respect de l'intendant, nous avons des applications plus importantes et plus larges. Le son de madame est très mauvais. La cabine de français s'excuse. Alors, on n'a pas acheminé ni affecté toutes les ressources dont on avait besoin. Eh bien, je m'arrête là et le principe de responsabilité proactive, l'industrie, l'écosystème ou la reddition de comptes, accountability en anglais. L'industrie est toujours près de vous, des législateurs de l'académie, car on a justement besoin de cela, mais on a besoin d'un environnement sécurisé, de sandboxes où on pourra se rapprocher aux régulateurs et aux autorités et leur parler de ce qu'on fait, de nos agissements, de notre travail, nos démarches et les voies que nous suivons. Alors, merci beaucoup. Et merci de m'avoir permis de partager ce panel avec vous. Chère Isabelle, merci pour votre si importante participation. C'est formidable. Alors, passons aux interventions. Et je tiens à présenter Madame Jennifer Urban. Elle est professeure de la clinique du droit de l'école de droit de l'Université de Berkeley, directeur aux initiatives des politiques, la technologie et les politiques publiques de Samuelson. Et sa recherche se centre sur les politiques de la propriété intellectuelle, la vie privée, la protection des données et la sécurité. Elle collabore avec des technologues et des académiciens dans des disciplines écartées du droit pour avoir une appréhension empiriquement fondée, à savoir comment les structures régulatoires qui les entourent, l'innovation et l'expression créative se gèrent. Ces projets les plus récents se ciblent sur les droits individuels à la vie privée, les droits d'auteur et la liberté d'expression, ainsi que les licences gratuites du code ouvert, la surveillance gouvernementale, le réseau électrique intelligent, les données biométriques et la concession de brevets. Elle a fondé, elle a dirigé la clinique du droit de la propriété intellectuelle et la technologie de l'école de droit de l'Université du sud de la Californie. Elle a été la première boursière de la clinique Samuelson et avocate du Venture Law à Silicon Valley. Elle
Elle a été diplômée de l'Université de Cornell et elle s'est graduée en neurobiologie, comportement. L'Université de Berkeley, elle a obtenu son diplôme avec un doctorat en propriété intellectuelle, a édité le magazine de droit et technologie tant qu'elle étudie à Berkeley. Alors, vous avez la parole, Jennifer Urban. Madame. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, grand merci. Bon, j'ai étudié à Berkeley, mais aujourd'hui, je suis ici car en mars, j'ai été nommée présidente du conseil. La dépendance a été créée et fondée en novembre de l'année dernière. Et moi, j'ai participé au Privacy Rights Act, qui est un amendement de la loi de la protection des consommateurs de 2018. Et je tiens à préciser que je parle à titre individuel et personnel et non pas au nom de mon agence. Et je suis ravie de faire partie de cette initiative. California Private Protection Agency, qui est la toute première aux États-Unis, c'est la seule autorité vouée à la vie privée dans sa juridiction aux États-Unis. Alors, je suis ravie de me joindre à ces démarches avec des collègues qui ont déjà un parcours impressionnant derrière eux. Comme Madame la commissaire Denham a bien dit, l'initiative se base sur des modèles antérieurs et je suis vraiment ravie d'être ici. Et notre organe est en train de mettre en exergue les progrès et les réussites de nos démarches. Et la dépendance cherche également à trouver l'équilibre entre les objectifs de conserver la vie privée, de préserver la vie privée du consommateur et prendre en compte l'impact sur les entreprises. Et notre agence tient de nombreuses responsabilités, gère de nombreuses responsabilités. Les audits et la divulgation au public et offrir des informations au public et aux entreprises. Nous avons d'autres responsabilités. Aider la législature et une de nos responsabilités qui est de nous organiser et de travailler avec d'autres agences qui ont une juridiction quant à la protection des données. Et ceci comprend les juridictions en Californie et cela comprend d'autres pays également pour qu'ils améliorent leurs initiatives sur la protection des données et la vie privée. Un thème qui a été géré tout au long de la journée. Voici un aspect très important issu de l'importance de la dépendance et de son autorité. Madame le commissaire Denham a parlé de convergence et elle a parlé de l'année du besoin de coopérer et comment les autorités travaillent de concert. Et bon, je suis ici pour apprendre de vos expériences et de vos acquis. Merci. Merci beaucoup.
Merci pour votre participation si importante. Passons maintenant aux interventions et présentons Jules Polonetsky. Et notre intervenant est le directeur exécutif du Forum de la vie privée pour le futur, membre du Conseil sur la privacité, sur la vie privée et la sécurité de l'Université George Washington. Et actuellement, il fait partie des conseils d'OpenDP, du projet des outils pour la vie privée de l'Université de Harvard et le laboratoire sur la vie privée en Californie. Il est titulaire de la position de la responsabilité numérique et coprésident de l'Institut des politiques technologiques d'Israël. Jules est coéditeur du manuel de privacité du consommateur de Cambridge, publié par l'Université de Cambridge. Il a été directeur de la vie privée et consultant de DoublePlink, qui était l'entreprise d'Internet la plus importante de New York depuis janvier 1998, depuis qu'il a joint DoubleClick. Jules était le titulaire de la dépendance des affaires des consommateurs de la ville de New York. Il a été avocat au barreau de New York, à Strom & Laban, de 1989 à 1990. Il est diplômé de la faculté de droit de l'Université de New York et de l'Université Yeshiva, et il fait partie des barreaux d'avocats des collèges d'avocats de New York et de Washington. Et vous avez la parole, Jules Polonetsky. Merci. Je constate immédiatement qu'il pourrait être utile d'avoir été le régulateur de la protection des données de la vie privée des consommateurs. Et il me semble que maintenant, on observe qu'on essaye d'améliorer les lois de protection des données du consommateur. On essaye d'encourager la concurrence, et même si un niveau de concurrence entre ces autorités de réglementation, nous parlons de lois qui sont reliées à tout cela. Il est essentiel qu'il y ait une coopération si on veut qu'il y ait une conformité. Mais dans le sein de cette législation, il reste toujours des fossés énormes. Et je soulève un exemple qui a fait la une à New York, et je parle de la protection et des guides à la protection et ce qui peut être embauché sans utiliser le consentement. C'est la détermination du commissaire, ou si c'est une loi uniquement pour protéger les droits des consommateurs. Et bon, on en a parlé d'Autriche jusqu'à la Cour de justice des États-Unis. Alors, c'est un débat polémique, mais ceci nous montre que le développement de la loi pour la protection des données personnelles, la vie privée, c'est qu'il s'agit de plus en plus des données, des transactions, et dont la clé sont les données. Alors, comment est-ce que les idées évoluent séparément? Nous avons, par exemple, des systèmes d'ombre qui évoluent, et ceci s'ajoute à la protection des données. Et on voit maintenant, nous avons des consentements qui ne sont pas exprimés de la façon adéquate. Alors, il y a des paramètres de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et ce que pourrait être un patron pour une pratique trompeuse. Donc la pratique est nécessaire, comme l'a dit la présidente de la nouvelle agence de Californie. L'exemple le plus récent pour nous aux États-Unis
Nous débattons encore de savoir si le FDC devrait créer une entité différente en matière de protection des données. Moi, je dirais qu'avoir cette entité en étroite relation serait important puisque cela nous permettrait de lutter contre les patrons frauduleux et ça serait un concept mixte qui nous permettrait de comprendre, en tout cas de faire comprendre à l'usager que lorsqu'il choisit, qu'il s'agisse d'un paiement qui s'applique ou qu'il s'agisse de données qui sont échangées, on parle du même problème sous-jacent. Ces idées peuvent converger vers ces dépendances pour leurs travaux conjoints. Il s'agit de développer une coopération étroite et rapprochée, mais j'ai toujours vu ce même développement mutuel en termes de droit lorsque, en comparant la coordination ou lorsque les statuts et lois sont développés de façon isolée. Je développerai ce commentaire un petit peu plus tard. Alors en 2011, certains d'entre vous ici au panel auront déjà eu l'opportunité d'être au Mexique ou à Mexico pour un événement international des commissaires de l'Assemblée GPA. Aujourd'hui, il s'agit de l'un des événements les mieux organisés en matière de vie privée et de protection des données, aussi bien de la part de nos hôtes au Mexique, ainsi que la qualité des intervenants et des panels. Je le dis car, pas uniquement pour remercier une fois de plus l'hospitalité d'il y a 10 ans, mais également parce qu'au cours de cet événement, une résolution importante a été approuvée. De nombreuses résolutions, l'une d'entre elles est liée à la protection des données dans le contexte des désastres naturels et des catastrophes naturelles. Et l'une des conséquences importantes en matière de déséquilibre et des contrepoids que nous avons dû établir en ce sens, qui devait aborder la réponse, et dans le contexte actuel, la réponse face à la COVID, la protection de données. Il était beaucoup plus facile dès lors d'évaluer les décisions que l'on devait prendre par rapport au contact et à l'accès aux données et informations. Il y avait de nombreux paramètres, le concept de nécessité, de proportionnalité, à quel moment l'autorisation était demandée, puisque les États-Unis à cette époque n'avaient pas de loi proprement dite de protection de données. Donc, puisque à cette époque des mesures étaient mises en œuvre, une partie du public disait ah bien cela n'est pas permis sous telle ou telle loi de protection de la vie privée, qui évidemment ne faisait pas référence à ces aspects, mais uniquement à des informations liées à la santé, la loi HIPAA. Et on disait donc, vous pouvez demander aux personnes si elles sont vaccinées sous la loi HIPAA, alors que cette loi n'avait absolument rien à voir avec cela. Lorsque nous avons mis en œuvre des solutions pour faire un traçage des cas contacts, on nous demandait à quoi vont être utilisées ces informations. Il y avait vraiment une exigence en matière de confiance. Dans le pays où il existait une loi robuste en matière de protection de données, où on pouvait dire non, tout simplement non, parce que le simple fait que nous utilisons cette méthode, puisque nous devons partager donc les données, parce qu'il est nécessaire, et malgré cela, nous avons la nécessité de limiter les effets, les utilisations secondaires. Donc on ne devait pas être préoccupé du fait que les données allaient être vendues à des fins de publicité, puisque la loi ne le permet pas. Donc s'il n'y avait pas d'argument juridique pour garantir à la population que si elle partageait ces données au gouvernement, aux employés, aux patrons, qui récupéraient ces nouvelles informations, il n'y avait pas de garantie que ces données n'allaient pas être utilisées à mauvais escient. Donc c'était un avertissement absolument opportun lorsque cette résolution a été adoptée au cours de cet événement. Et cela nous montre aujourd'hui l'importance des lois des pays de protection en matière de données au niveau de leur vie quotidienne, mais également
dans le fait de ne pas diffuser d'informations ou que l'on puisse en tout cas réagir rapidement sans qu'un intervienne un débat politique avant de proposer ces résolutions. D'autres points fondamentaux en matière de résolution dans cet événement de 2011 au Mexique, la coordination internationale par rapport à la conformité avait été donc établie préalablement avec nos collègues et amis de l'Assemblée GPA qui ont continué à construire cette infrastructure. C'est toujours une magnifique expérience de participer à ce genre d'assemblée et de rencontres comme celle-ci, avec énormément de coordination tout au long de l'année, mais je pense qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore d'efforts suffisamment sophistiqués, permanents et robustes pour ce type de coordination internationale qui est exigée. Ce qui s'est passé au cours de ces 10 dernières années, par le biais du commerce électronique et de l'apprentissage à distance, c'est aujourd'hui mondialisé. En 2010, on parlait d'une coopération internationale pour surveiller toutes les questions liées à la conformité, mais cela semblait être une blague finalement d'envisager un commerce véritablement mondial et de communiquer également de façon mondiale, alors qu'aujourd'hui, avec l'intégration existante pour quasiment l'ensemble des consommateurs qui téléchargent une application depuis n'importe où dans le monde, et des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier, il faut reconnaître également ce que nous attendons d'un tel développement. Peut-être qu'un étudiant, professeur, souhaite utiliser une application qui améliore l'éducation et les informer réellement que, puisque des informations personnelles sont enregistrées, eh bien, ils doivent examiner en détail les lois de toutes les juridictions du monde. Aujourd'hui, je ris lorsque je vois certains de nos groupes, lorsque les responsables exécutifs des entreprises les plus grandes du monde qui dépensent des fortunes pour analyser, parce qu'ils ne sont pas du tout experts en matière d'accès aux libertés civiles, qu'il est nécessaire désormais d'analyser aujourd'hui dans le monde entier afin de pouvoir analyser si les données peuvent être transférées de l'Europe vers les États-Unis, par exemple. Et y compris avec ces ressources, c'est un travail colossal. Et nous continuons de nous demander s'il est possible que d'autres agents puissent aborder ces questions. C'est une idiotie que d'attendre qu'une entreprise, une petite entreprise ou qu'une personne physique qui peut contrôler une grande quantité de données. C'est le défi aussi que nous avons établi. Le fait qu'une seule personne puisse avoir accès dans un environnement mondial au contrôle important sur une quantité impressionnante de données. Donc pour faciliter la conformité à l'égard de nos consommateurs, mais également pour justifier les questions légitimes qui servent à nos consommateurs, eh bien, il est important que l'Assemblée GPA et d'autres mécanismes à l'échelle mondiale puissent utiliser à profit des événements et autres activités afin de se transformer comme un véritable véhicule de coordination. La GPA est absolument extraordinaire, mais je pense qu'il lui manque encore, et je parle comme quelqu'un qui défend le consommateur, qui travaille avec les PYME, avec les PME. Donc, nous sommes dans une époque aujourd'hui où elle est particulièrement émotionnante, particulièrement émouvante plus que jamais. En matière de technologie, nous avons vu des personnes qui étudient sérieusement la médecine grâce à l'analyse génétique. Nous constatons de quelle manière l'apprentissage déficient, inadéquat tel qu'il était à l'époque, résulte, eh bien aujourd'hui, il sauve aujourd'hui de nombreuses vies. Il y a 4 ou 5 ans de cela, il n'y avait absolument aucun moyen de procéder. Même dans les zones privilégiées où il y a certaines inégalités, certains ont pu mettre à bien ces processus. C'était un grand programme pour ces écoles qui n'avaient à l'origine pas les ressources pour pouvoir acquérir ces solutions informatiques à distance. Donc les plus marginalisés sont les enfants les plus pauvres, les enfants issus de minorités visibles. Évidemment, il y a un optimisme quant à l'accès à ce genre de données et à encore plus de données, plus que jamais dans l'histoire, ce qui se passe dans les foyers des personnes, des familles.
On sait aujourd'hui différentes données, depuis leur niveau de revenus jusqu'à d'autres données qui nous serviront probablement à améliorer leur vie, mais également nous faisons face à de nombreux défis, puisque cela peut inclure une certaine ségrégation, certain mépris. Je pense qu'en tout cas, pour les organismes régulatoires, aujourd'hui, nous devons garantir que nous pouvons habiliter et déshabiliter les données nécessaires pour les investigations, pour les recherches, puisque certains défis auxquels nous devons faire face en matière d'accès aux données, eh bien, on peut souvent ne pas accéder aux données pour savoir si les plateformes sont efficaces ou non. Nous avons de nombreux chercheurs qui doivent transférer des données car ils procèdent à des essais cliniques sur l'ensemble de juridictions. Ils ont de nombreuses difficultés puisque cela est encore rendu très complexe aujourd'hui avec énormément de flux de données mondiales. Les États-Unis ont concentré énormément de quantité d'argent au niveau mondial. L'objectif est de développer des investigations et des recherches qui soient au bénéfice de la société. Mais il n'est pas possible de dépasser les restrictions qu'il existe à ce moment. Il doit donc avoir des collaborations. En Europe, aux États-Unis, nous travaillons pour trouver des solutions à ces problèmes le plus vite possible. Je pense que nous allons y parvenir par le biais de différentes négociations. Mais il y a énormément de vies qui se trouvent affectées et aucune investigation n'est mise en œuvre pour le moment, une investigation critique en matière d'intelligence artificielle. Certaines études intéressantes ont été effectuées par Carnegie Mellon sur l'intelligence artificielle. Il y a des études particulièrement brillantes et intéressantes sur les consommateurs dans la conception d'un assistant intelligent qui peut analyser votre activité sur le téléphone et prendre donc des centaines de décisions. Des décisions qui seraient nécessaires pour structurer les informations, pour bénéficier des informations privées comme on le souhaite, puisqu'on peut décider de partager telle ou telle information avec nos amis ou avec notre compagnon ou compagne. Dans certains cas, non. Donc on le fait par le biais avec une application et pas avec une autre. Et donc il y a littéralement des centaines de décisions spécifiques que on ne peut pas s'entendre à ce qu'un consommateur prenne ses décisions rationnellement, puisqu'il doit reconfigurer sans cesse son dispositif. Et l'apprentissage automatique doit devenir un assistant très sophistiqué en matière de gestion de la vie privée. Donc, je ne parle pas d'utiliser l'intelligence artificielle à des fins préoccupantes ou inquiétantes, mais plutôt pour habiliter et former le consommateur. Dans le même temps, nous avons les gouvernements dans le monde qui exigent davantage de l'intelligence artificielle afin que celle-ci soit plus intrusive, que l'on puisse scanner par exemple des discours audio ou que l'on ôte de l'Internet des discours, des livres qui peuvent paraître offensifs, offensants. On veut que les enfants soient plus en sécurité, que les contenus délicats soient éliminés, que les entreprises créer davantage avec l'intelligence artificielle afin de provoquer et créer davantage d'intelligence artificielle de type Big Brother, dont nous voulons qu'il y ait davantage de protection à l'égard du consommateur. Je conclurai sur cette idée. Dans tous ces domaines, c'est mon point de vue, il y a un énorme bénéfice en termes de progrès et d'investigation et toutes les valeurs qui nous intéressent. Nous pouvons voir les risques, les discriminations de biais d'évolution orwellienne. Nous sommes dans une société où tout est polarisé, soit sont merveilleuses ou terribles. Les politiques sont merveilleuses ou terribles. Il semblerait que nous soyons de plus en plus divisés politiquement et cela entraîne, est dû à l'environnement même de la politique sur les questions de la protection de la vie privée des données des consommateurs. Ils doivent être les acteurs au milieu qui doivent procéder à une analyse de risque inévitable, qui considère la légitimité
des avantages et des risques afin que dans cette société, avec les êtres humains, soient protégés au-delà de la protection de la vie privée. C'est absolument fondamental pour bien d'autres droits, puisque nous voulons que les personnes n'aient pas à se cacher, qu'elles puissent s'exprimer et circuler librement. Ces régulateurs de l'ensemble des données, ces données intersectionnelles avec les technologies, nous avons fourni, nous sommes donné l'immense tâche de nous découvrir philosophes rois. Et je pense que c'est ce que veulent partager beaucoup d'entre vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jules, pour votre participation. Nous pouvons donc maintenant entamer les interventions avec la dynamique donc, de conversation concernant ces thématiques. Nous avons 40 minutes pour vous entendre. Si cela vous semble correct, j'aimerais entamer cette conversation en vous partageant certaines des questions déterminantes et je voudrais que celles et ceux qui sont intéressés parmi vous et qui veulent intervenir, bien faites-le moi savoir en levant votre main virtuellement afin de pouvoir vous céder le micro et de vous donner l'usage du micro. La première question que je voudrais vous communiquer, c'est dans quelle mesure la protection des données personnelles et de la vie privée contribue à créer une confiance à l'égard des consommateurs et comment cela se reflète dans l'économie numérique. Qui veut prendre la parole? Isabelle, très bien. Vous avez levé la main la première. J'ai vu la main d'André et de Jules également. Donc, si cela vous semble bien, nous allons procéder par cet ordre. J'espère que j'ai bien vu Alessandro également qui s'est manifesté. Très bien. Nous allons vous écouter. Merci, Joséphine. Alors, je pense cette référence au roi philosophe, je me rappelle d'un article L'interprète s'excuse, nous avons du bruit parasite. Je me rappelle d'une conversation entre un philosophe et un commerçant discutant sur ces questions de vie privée et d'une question intermédiaire. Il disait qu'il était nécessaire d'avoir une autorité différente à l'FTC Avant le 11 septembre, il y allait avoir un accord, justement une norme. Puis par la suite, cela a pris, il y a eu une certaine distance prise avec les événements de l'actualité de l'époque. Et bien sûr, il fallait mettre une limite, mais pour répondre à votre question, pour les industries que je représente aujourd'hui, la confiance de nos clients, même pas de nos consommateurs, mais de nos clients, c'est la raison pour laquelle je veux souligner le fait qu'il s'agit d'un droit humain, puisque lorsque nous parlons d'une perspective juridique, on ne peut pas aborder des questions comme la santé, l'éducation, le travail sur des questions digitales. Donc je voudrais souligner l'importance du domaine de compétences et d'application du droit comme étant un droit humain unique pour la promotion de la liberté et de la dignité de l'être humain. Mais je dirais que dans les systèmes industriels, ce qui est important, c'est la confiance de nos clients, car si cette confiance est perdue, c'est difficile de la récupérer. Et dans tout cet environnement, avec tous ces flux de données, on revient à la même chose. S'il n'y a pas de confiance, eh bien, qui va pouvoir agir toujours en conformité
Comme le disait Jules, qu'il s'agisse donc du traitement de données ou de l'utilisation d'autres outils, ce qui est essentiel, c'est que nous perdons la confiance de nos consommateurs. Comme le disait Madame Russe au début, quelquefois, il était difficile de nous rendre compte que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est virtuel. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous sommes de plus en plus dans le monde virtuel à l'échelle mondiale. Donc il existe cette nécessité, ce besoin de prise de conscience avec un système d'outils développé par l'industrie. Comme nous en avons parlé récemment, toute la question de la fiabilité en nous obligeant à procéder à la question de la protection de la vie privée dès la conception et toujours davantage de consentement, puisque nous n'avons pas la diligence de vie ou probablement en tout cas la connaissance, mais que pour considérer, encore une fois avec Jules, les organes juridiques nous ont permis d'avoir un cadre normatif renforcé en matière de protection des données personnelles dans le traitement de la vie privée, de l'usage de la vie privée. Ça ne va pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais laissez-moi juste vous donner un exemple très local qui va souligner notre discussion. L'INAI avait créé une initiative concernant les données biométriques pour chacun des citoyens au Mexique, uniquement pour avoir une simple ligne cellulaire et pour donner accès aux autorités de recherche. L'INAI a respecté, était conforme à son rôle, à son devoir, et nous avons été dans un état de droit dans lequel le droit à la protection de la vie et des données personnelles, de la vie privée des données personnelles est un droit fondamental parce qu'il prend en considération au-delà de tout cela. Au niveau de la conscience de nos consommateurs, une fois que le téléphone est entre les mains, il est difficile de le perdre, il est facile de le perdre, difficile de le retrouver. Il devient donc, au niveau qualitatif et quantitatif, il devient encore plus important de procéder, de le signifier. Et nous sommes de plus en plus conscients que il va y avoir davantage d'informations propres à notre vie. Merci. Merci Isabelle. Andrés, je vous cède la parole désormais. Merci Madame la Commissaire. Je suis d'accord avec ce qu'a signalé Isabelle concernant le traitement des données. On doit différencier les données en matière d'éducation, de santé, sur des prérogatives beaucoup plus strictes, mais également dans le cas de la relation au consommateur avec l'utilisation de ces données numériques. Je crois, pour répondre à la question, c'est l'essence même de l'économie numérique. On dit que lorsque l'on ne paye pas pour le produit, c'est nous-mêmes qui sommes le produit. Et bien sûr, il y a un échange qui se déroule sur les plateformes, et l'échange repose sur ces informations. Et ce que l'intelligence artificielle peut créer en matière de contribution, dont je pense que les discussions au niveau local et international, lorsque ces informations, finalement, nous pouvons en bénéficier de façon commerciale, par le biais du commerce électronique, qui pouvait servir de monnaie d'échange. Donc, bien sûr, l'information et la valeur de cette information pour être beaucoup plus concurrentielle
D'autre part, lorsque j'ai un échange de biens ou de services avec une relation classique de consommateur, si au principe il n'y a pas eu d'information honnête conformément aux lois, eh bien il peut y avoir un traitement, tout d'abord une politique de traitement, une politique de vie privée, puisque aujourd'hui, comme n'importe quel business, est bien basé sur la confiance. C'est vraiment la confiance que je ressens. On peut voir avec Facebook et le département de justice par rapport aux différents comportements et au suivi et la persécution que chaque juridiction établit pour pouvoir procéder à un transfert de données sans que ceci soit nécessairement déclaré comme sûr. Ce que nous vivons, par exemple, d'un point de vue de l'utilisation des plateformes sur les réseaux, ce qui nous cause des douleurs de tête d'un point de vue démocratique, c'est qu'en utilisant cette intelligence artificielle en campagne, dans un contexte politique, alors oui, nous avons des informations actives, malgré le fait de ces questions commerciales, mais je pense que les autorités, les réseaux, les groupes, les ONG, les milieux universitaires génèrent une masse critique pour laquelle il y a une vision qui permet de privilégier le droit. Il y a également une autre réalité. Si nous abordons les questions sur le libre commerce et le libre-échange des biens et services, eh bien, si nous sommes dépassés par le commerce électronique, puisque les frontières n'existent plus, ainsi les personnes saisissent leurs données et peuvent par la suite procéder à une évaluation commerciale. Et concernant l'intelligence artificielle, l'utilisation éthique également de ces outils, basée sur la confiance de la part du consommateur et du groupe. Nous sommes à l'encontre, contre l'utilisation. Nous devons être honnêtes avec les citoyens, avec les consommateurs. Dans une transaction commerciale, il y a des actifs dont on tire profit qui sont les informations d'utilisation des données. Nous devons avoir également une sécurité majeure puisque cela, on peut facilement être victime de délits et d'autres situations de saturation à l'égard des autorités. Gracias, Andrés. Jules. Merci André. Jules, à vous de jouer. Bon, un petit point à souligner, car vous l'avez si bien ébauché. Bien sûr, sans la protection des données et la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique, de l'e-commerce, mais je vais l'expliquer plus vastement. S'il y avait vraiment une parfaite formule où les consommateurs puissent décider en qui confier, à qui faire confiance, cela marcherait bien, mais ça ne tourne pas ainsi. Tout le temps, nous avons tenu des débats sur la protection des données, sur les pratiques commerciales également, où les consommateurs sont désireux d'utiliser ces services gratuits et ne pensent pas aux conséquences. Quand je suis consommateur, si c'est non payant, c'est absolument nickel. Et même si je n'ai pas trop d'argent, mais il faut penser aux conséquences sociales, aux retombées sociales. Le consommateur ne réfléchit pas à cela. Ils font clic sur une recommandation qui s'avère intéressante ou qui leur semble intéressante.
Et nous savons que les défis et les risques sont posés car les personnes ont un penchant pour faire clic ou appuyer sur une case et non pas dans un monde où la colère est exprimée, où une opinion publique est exprimée, une opinion politique tranchante qui les laisse la bouche bée. Et parfois, ils ne pensent pas aux conséquences. Et je pense énormément à la protection des consommateurs et qui sont assujettis toujours à la confiance des consommateurs. Et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être plus sage finalement, car le consommateur est en train de pousser son chariot de supermarché. En même temps, il est en train de jouer sur son portable et de télécharger des applis ou prendre des décisions sur les changements climatiques. Mais il faut également penser à l'éthique et à la déontologie des décisions qu'on prend. Et bon, disant qu'il y a des personnes qui achètent des produits verts et ils diront, bon, je paierai un petit peu plus parce que c'est un impôt vert ou parce que c'est plus cher, c'est plus bio, etc. Mais finalement, ils se disent, bon, je vais travailler encore plus pour travailler ces produits car je ne consomme plus les produits les moins chers. Et bon, alors nos intérêts parfois basculent. Et les intérêts des consommateurs, c'est notre intérêt à nous. Il faut les voir de façon beaucoup plus vaste. Et on ne peut pas non plus leur exiger de prendre des décisions sophistiquées en pérennité. C'est impossible. On pense toujours, bon, voilà, il y a des fauteuils très bon marché dans le transport en commun. Et alors peut-être les droits des conducteurs, peut-être ils ont des sièges bon marché, mais il ne s'agit pas de sièges bon marché. On a besoin de la confiance des consommateurs, mais on ne peut pas attendre à ce que les consommateurs prennent les meilleures décisions parce qu'ils vont voir et percevoir les choses différemment de comme nous le faisons nous, c'est-à-dire un bien majeur pour la grande majorité. Alessandro, merci. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Il y a énormément d'évidence quant à la décision des consommateurs et les entreprises qui protègent la vie privée, les données personnelles des consommateurs et des entreprises à qui on accorde plus de confiance et les données des consommateurs et la relation et les contrastes et des relations vers le haut et vers le bas, à les comportements et bon, parfois, nous avons la perte de la confiance, la perte des consommateurs. Historiquement, cela veut dire que perdre la confiance des consommateurs représente la mort des entreprises, mais cela pourrait s'avérer intéressant. Nous avons un exemple tout à fait opposé dont il faut tenir compte. Un exemple qui nous a porté à faire des investigations pendant 2 décennies. Il n'y a aucune entreprise dans le monde qui soit à si grand succès, mais qui véritablement enclenche la méfiance des consommateurs, mais qui soit couronné de succès. Ça, c'est vraiment une ambiguïté qui nous permettrait de comprendre les défaillances du marché dont Jules parlait dans ses commentaires préalables. Le pouvoir de Facebook pourrait s'expliquer grâce à son échelle économique, peut-être grâce aux externalités, aux coûts très élevés des changements pour le bénéfice des consommateurs et peut-être
les thèmes portant sur la vie privée, la protection des données personnelles, les monopoles, le débat s'est intensifié ces dernières années et le débat sera encore plus intense ces années à venir. Alessandro, merci beaucoup. Alors, quel débat enrichissant. Je tiens à mettre sur la table une deuxième question. On vous réfléchissez à cette question. À quel point le commerce électronique sur lequel on travaille dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC, pourrait servir comme un cadre de référence qui puisse encourager les utilisateurs à faire confiance au commerce extérieur ou aux échanges extérieurs. Quel est votre point de vue là-dessus? Andrés. Merci, Madame le commissaire. Bon, on avait déjà parlé d'organisations qui ont essayé d'étayer de nombreux thèmes et la déclaration dans le cadre de l'OMC, c'est-à-dire impulser une initiative présentée par l'OCDE en 1980. Il est intéressant et mes collègues l'ont commenté également. Même s'ils avaient déjà des notions historiques de ce que pouvait être le droit aux données personnelles et à la vie privée, on n'était pas prêt à faire face à des phénomènes tels le Facebook. Et maintenant, on se questionne si c'est des monopoles et quel type de conduite doivent gérer les autorités, les consommateurs. Et ce qui vient à ressembler, il faut reprendre cette initiative de l'OCDE qui est importante, car même si le droit est flexible, on aura une masse critique, où on aura des réglementations où on ne doit pas permettre tant de changements. Et ce qu'Isabelle mentionnait ici, le défi serait de s'impliquer un peu plus dans les régulations et mener l'exercice à la meilleure destination possible, qui n'est véritablement pas le Pérou, mais les ordres issus par les autorités parfois ont une valeur majeure. Et à la fin, au final, c'est imposer une conduite de l'entreprise ou une sanction. Mais le débat s'enrichit toujours et il y a toujours des idées innovantes, mais on ne pourrait pas suffoquer ces déclarations et ces déclarations de soft law et le droit de protéger les droits des personnes dans le cadre des entreprises et des affaires où on n'avait jamais tenu en compte les données personnelles. Et peut-être un jour, nous verrons que les traités de libre-échange vont les inclure dans leurs contrats. Mais je tiens à ratifier ce qui a déjà été mentionné dans le panel, la confiance accordée aux consommateurs et aux données personnelles et comment les entreprises vont se gérer sur le marché global. Et c'est un thème qui n'est plus la vérité et les autorités qui essayent de protéger les différents droits. Et c'est là où on voit une véritable confluence de toutes les activités qu'on gère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrés. Isabelle, vous avez la parole. Monsieur l'intendant, le superintendant, merci. Dans l'industrie, c'est ce qu'on recherche, les certitudes juridiques, la standardisation, la collaboration entre les différents agents intéressés et entre les autorités, les réglementateurs et les régulateurs et l'académie et toutes les parties prenantes. Mais évidemment, on n'est pas loin des barrières et les barrières que posent les normatives internes de chaque pays. Mais c'est pour ça que dans l'industrie, on tient à s'acquitter de nos responsabilités. Parfois, on n'aime pas ou il nous semble qu'il est compliqué de respecter
certains règlements trop stricts, mais il est mieux d'avoir une certitude que l'incertitude. Et bien sûr, ces instruments peuvent être un point de départ et doivent être le point de départ, car tout spécialement au Mexique, on est entre le ciel et l'eau et le TEMEC avec les États-Unis et d'autres traités de libre-échange après avoir demandé la reconnaissance en tant que pays auprès de l'Union européenne, etc. Merci, Isabelle Davara. Alors, je mets sur la table une troisième question. Face à l'utilisation d'applications technologiques et de nouvelles technologies, big data, intelligence artificielle, les entreprises du commerce électronique doivent établir des limites dans leurs applications à l'égard des données personnelles? Et si oui, jusqu'à quel point les mesures adoptées doivent se cibler sur la protection de la vie privée et données personnelles des consommateurs? Jennifer, merci. J'espère qu'on aura corrigé le problème de l'écho. Merci, Jules. Il me semble que la question est importante et c'est un bon exemple de toutes les questions qui ont été soulevées et le fait que la vie privée n'est pas une île ou un îlot. Ces thématiques se penchent sur la compétence d'autodéterminisme, l'autodétermination des personnes, les technologies d'apprentissage automatique et profilage automatique. Et on voit ainsi comment l'information personnelle et l'utilisation de l'information personnelle peuvent interagir avec les théories protégées, les données protégées des personnes, les données protégées des personnes et ce biais. Et le biais des droits fondamentaux des personnes. En Californie, la nouvelle loi qui comprend la réglementation liée à la prise de décision automatisée qui n'a pas encore été créée, mais qui s'associe au développement de profilage associé à l'automatisation et l'évaluation des différentes facettes d'une personne physique. Et ceci nous montre comment le thème s'entrecroise avec les intérêts fondamentaux des personnes. Et ces exemples sont la performance au travail, les préférences personnelles, la santé, les intérêts, les comportements, les localisations et leurs mouvements. Et ici, on commence à parler de l'autodétermination des personnes, les décisions que les personnes prennent. Évidemment, nous n'en sommes qu'à l'ébauche de cette nouvelle normativité, réglementation, les idées qui ont été mises sur la table. Et il est important de commencer à réfléchir aux différents aspects, les différents intérêts qui sont impliqués. Jules nous parlait de l'utilisation positive des données pour offrir des solutions dans le cadre de la santé. On parlait également de confiance. Ce sont deux thématiques fondamentales. Une thématique liée au traitement automatisé. Ce sont des concepts encore plus invisibles quant à l'utilisation de la technologie, ce qui est encore plus difficile que les titulaires des données comprennent la situation et voir ce qui est nécessaire sur la base de notre compréhension. Et c'est ainsi qu'on pourra construire la confiance. Jules, je ne sais pas si c'est de ça que vous parliez.
Mais il y a également de nombreuses études, commentaires, technologies vouées à la protection des données qui pourraient nous offrir les réponses qu'on recherche sans nécessairement impliquer ses intérêts de façon négative. Il me semble que nous devons le tenir en compte en relation avec les technologies qui sont impliquées. Alors, Jules, merci Jules, merci. Oui, merci beaucoup. Je tiens à rebondir sur un aspect très important. Demain, nous allons parler de la technologie qui protège l'information telle les décryptages, l'encryptage, les différentes technologies disponibles à ces fins. Continue d'y avoir des incertitudes quant à l'efficacité et comment cela va retomber. Et dans ce cadre-là, j'espère voir plus de réactions des régulateurs. Qu'est-ce qu'une minimisation adéquate des données? Que se passe-t-il avec des données synthétiques? Est-ce qu'on devrait les utiliser? On peut les utiliser dans nos dispositifs. Parfois, il le faut, parfois, il ne le faut pas. Quand est-ce que c'est adéquat? Quand est-ce que ça ne l'est pas? Quand est-ce qu'on peut suivre les activités sur les dispositifs? Donc, il y a quelques avancées technologiques qui pourront minimiser les risques à la vie privée. Nous avons de nouvelles lois en Californie, de nouvelles lois dans le monde. Et nous devons apprendre et recevoir de bonnes orientations. Et que veut dire la minimisation? C'est un bénéfice. Qu'est-ce qu'un risque qui n'est pas acceptable? Et quand est-ce que je dois l'éviter à tout prix parce que pour éviter la discrimination, un académicien très intéressant a écrit un dossier sur la possibilité d'utiliser des données qui soient évaluées en vue de pouvoir mesurer les risques qui portent atteinte à la vie privée et à la protection des données personnelles. Et ils ont tous un certain niveau de revenu, donc le thème de la vie privée et de la protection des données personnelles va le déguiser, car il serait un peu risqué de montrer les données, par exemple, d'une personne handicapée qui n'a pas reçu les bénéfices ou qui a été blessée. Alors, quand je vois la minimisation des données et je suis les techniques, bon, je vous exhorte à réfléchir. Si la discrimination nous tient à cœur, il faut la définir. Dans quelques pays, nous avons déjà repéré les barrières aux données sensibles, mais maintenant, à cause de la discrimination de l'algorithme, on est soucieux que si on n'a pas les données, nous ne saurons pas si l'algorithme est discriminatoire ou si l'algorithme a eu un effet inadéquat dans un secteur de la population, car on n'avait pas de données. Mais la réalité est que il se pourrait qu'on soit en train de suivre une démarche où l'algorithme ne sera pas discriminatoire. Donc, nous voici sur une frontière où les experts en matière de discrimination des données doivent se pencher. Bon, merci. Nous sommes sur le point de terminer. Nous avons... J'espère que vous pourrez répondre à nos questions. Última frase que fuera su conclusión. Première question, la conclusion. Pour analyser cette question, quand on parle de commerce électronique, comment adopter les moyens de défense pour que le consommateur puisse combattre les barrières linguistiques, barrières de territoire et de coûts. Qui sont les acteurs principaux qui, dans le gouvernement, devront établir des mécanismes de coopération interinstitutionnelle pour l'adoption de ces véhicules? Concluir en el tiempo. Bon, souvenez-vous, une dernière phrase en conclusion.
Alessandro Andrés, donc, très bien, allez-y. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Je crois que c'est la réalité des autorités de production des données en ce sens. Nous avons pu suivre le meilleur des scénarios pour déterminer une position normative d'une juridiction particulière. Nous pouvons arriver à une construction collective avec le milieu universitaire, les entreprises et bien sûr les consommateurs en particulier. En deuxième lieu, nous devons faire partie de la discussion, je pense que dans le cas de l'OCDE et de l'environnement numérique du consommateur et bien sûr de la compétence, je crois qu'il nous manque une certaine réalité. Nous devons exiger la maturité de chaque institution dans leur cadre d'action avec des autorités dépendantes. En deuxième lieu, le commerce international mondialisé, transfrontalier, la régulation doit être la même pour des juridictions et compétences sans ignorer la réalité en essayant d'arriver à une régulation qui soit homologuée et appliquée à toutes et tous. Et en troisième lieu, chaque expérience pertinente. Nous avons parlé au début de ce panel comment les autorités ont l'appui de la loi. Et l'idée est de ne pas générer une concurrence entre nous tous, mais de répondre du mieux possible. Une phrase que j'apprécie beaucoup qui est à l'heure de l'intelligence artificielle, la Colombie dans son cadre normatif, je crois que le Royaume-Uni et l'ensemble de l'Amérique latine et de l'Europe, nous pouvons travailler sur les discussions en matière de protection des données. Et nous espérons que les sociétés qui s'impliquent dans ces meilleures pratiques, nous espérons développer un label de qualité qui donne davantage de confiance aux consommateurs, mais surtout un avantage qui garantisse qu'il s'agit là d'entreprises éthiques, sans besoin d'arriver à certaines situations que nous avons vues avec Facebook, et qui puissent donc s'auto-réguler, afin de répondre aux consommateurs et aux citoyens dans le cadre de la concurrence numérique. Merci beaucoup, Andrés. Alessandro, allez-y, je vous en prie. Si nous parlons ainsi, nous pouvons, à la défense des consommateurs, je dirais que la technologie, moi je crois pleinement à la technologie, je crois tout à fait que la technologie a créé les problèmes de vie privée que nous connaissons aujourd'hui, mais la technologie peut être également la solution. Je vais vous donner une analogie grâce aux avancées technologiques que nous connaissons aujourd'hui. L'industrie des automobiles n'a eu de cesse de croître. Et les conducteurs ont appris à éviter les collisions et les dommages. Les voitures sont aujourd'hui de plus en plus rapides, tellement rapides qu'il n'est plus sûr de conduire les voitures à pleine vitesse sans s'exposer à des risques. Et la solution au problème n'a pas été de forcer les gens à développer de meilleures habilités de réaction, parce que cela, on ne peut pas changer. La solution était de développer des interventions politiques qui permettent d'établir des normes pour les voitures et des ajustements technologiques tels que les freins ABS ou les airbags qui aident à résoudre des problèmes liés à l'évolution technologique. Bon, pour reprendre les questions liées à la vie privée, sur les réseaux sociaux, les technologies de l'information et l'intelligence artificielle, nous avons créé donc ces voitures numériques, pour le dire ainsi, qui sont de plus en plus rapides, qui sont incroyables, fantastiques et terriblement dangereuses pour nous tous aussi. On peut envisager de pouvoir résoudre ce problème en forçant les gens à réagir de façon plus rapide afin qu'ils puissent apprendre les politiques
dans les choix de configuration de leur usage d'applications ou d'outils numériques. Nous avons différents outils que nous pouvons utiliser qui ressemblent à l'équivalent de freins ABS ou des airbags. Nous pouvons travailler sur l'assistance personnalisée sur la vie privée, en particulier avec des outils d'IA que nous pouvons configurer, qui nous permettent de configurer les préférences et les interactions avec d'autres services. Nous avons également d'autres technologies qui peuvent représenter un risque. Mais d'un point de vue technologique, nous avons une réponse et nous devons penser également à la partie économique où nous savons que le déploiement de ces technologies ne sera pas à la hauteur pour pouvoir résoudre les problèmes liés à la vie privée sans déployer la technologie impliquée. Isabel Davara, estamos casi cerrando. Nous sommes sur le point de conclure. Donne-moi juste une minute, s'il vous plaît. Alors, je termine. Merci, Madame la Commissaire. La collaboración. Bon, je pense que ce sera la coopération dans un environnement sécurisé d'apprentissage, le partage des connaissances qui nous permettront d'avancer. Je coïncide pleinement avec les mécanismes mentionnés pour avoir accès à une normative, un soft load et de pré-acceptation des conditions dans un environnement sécurisé et à qui devrions-nous aider dans cet environnement gouvernemental? Nous avons une situation transversale et quand on parle de la présidence avec la stratégie numérique nationale, le ministère des Finances, le ministère de la Santé et de l'Éducation publique et des Affaires étrangères, quand on nous aide à demander ce niveau d'adéquation assez haut niveau, alors ce panel que vous avez rassemblé de façon si brillante et c'est déjà une belle façon d'avancer. Jennifer, une minute. Thank you very much, Madam Commissioner. Merci, Madame le commissaire, pour cette question si intéressante. Il y a au moins 2 points importants. Quels sont les rôles fondamentaux et les règles sous-jacentes sur lesquelles les personnes agissent et après, comme Alessandro l'a bien souligné et qui a parlé de toutes ces différentes situations, nous devons travailler avec des limitations réalistes des personnes. Alessandro a parlé de la technologie. Et c'est un ciblage qui offre une solution partielle. Actuellement, nos règlements établissent une disposition au contrôle de la vie privée. Et en théorie, c'est quelque chose que quelqu'un pourrait configurer. Et il n'aurait pas les mêmes barrières du langage ou des barrières linguistiques ou de compréhension. Et qu'aurait une personne qui agit pour son propre compte. Donc, ceci est fait conjointement. Deuxièmement, on pourrait autoriser une autre personne à autoriser ses droits en son nom et représentation, par exemple les ONG qui agissent comme les garants des personnes. C'est ce qu'on fait en Californie et j'espère que ce sera utile. Merci. Bon, merci. I think you've heard. Je crois que j'ai suffisamment parlé pour le moment. Je vais juste conclure en disant que nous devons travailler
de concert et beaucoup pour rétablir des processus qui sont conformes au processus en matière de vie privée et de protection des données personnelles. Nous devons bien comprendre que cela est nécessaire pour qu'une organisation soit bien réglementée et qu'elle soit responsable, et que nous puissions éviter de répondre uniquement faire face aux désastres de façon urgente. Il n'est pas facile d'attirer les lois et de faire en sorte qu'elles se fixent sur les effets finaux, non pas sur les effets internes. Donc je conclurai de façon nieuse en vous disant simplement que le plus important est de travailler sur le processus et de faire en sorte que les organisations puissent développer des outils et des systèmes et des technologies travaillant et pertinentes sur la protection de la vie privée qui puissent résoudre les questions complexes et procéder à des évaluations d'impact sur la vie privée et surveiller et faire en sorte que ce système soit échelonné, puisque sans structure solide, nous ne pourrons pas répondre aux problèmes existants en matière de protection de la vie privée. Je conclue ainsi. Merci à tous et chacun de nos panélistes, Siemina, Alessandro, Andrés, Isabelle, Jennifer, Jules et compagnie. Et bon, souvenons-nous que la dénomination de cette session est importante. Les droits des consommateurs, commerce électronique et les défis à la vie privée. Aujourd'hui, nos intervenants mis sur la table des mots tels la confiance des consommateurs, les défis qui se posent au commerce électronique, les droits de l'homme, les droits humains, les droits des consommateurs. Il y a beaucoup à réfléchir depuis la perspective des citoyens, la perspective des autorités qui garantissent les droits de l'homme et la protection des données personnelles, et depuis les institutions publiques, le secteur entrepreneurial. Et donc, il ne me reste plus qu'à remercier tous les panélistes d'avoir partagé les expériences, les points de vue, les pratiques à succès. Et au nom du plénum de l'INAI, je vous dis grand merci et de grandes accolades à vous tous et des salutations affectueuses. Merci.